Voilà, bonjour à tous. Donc je vais vous présenter une sorte d'introduction en fait aux présentations suivantes. Il s'agit des incontournables et des fondamentaux dans la prothèse totale d'épaule. Alors pour information, j'enregistre cette présentation en pleine période de confinement, cette période incroyable que nous vivons actuellement concernant l'infection, la pandémie à Covid-19. Voilà, c'est pour situer la date de l'enregistrement. Alors, un peu d'histoire, vous connaissez les deux grands concepts de prothèse d'épaule. Il y a des prothèses anatomiques et il y a des prothèses inversées. La prothèse anatomique, son histoire a débuté en 1951 avec un nom incontournable, Charles Neer. En 1990 sont apparues des prothèses de troisième génération qui sont modulaires et adaptables. Et c'est en 1974 qu'on a le premier implant glénoïdien. La prothèse inversée, son histoire a commencé dans les années 60, donc ça ne date pas d'hier. Et je remercie Christophe Lévin qui m'a donné toutes ces radios complètement inédites. Donc il y a eu pas mal de prothèses inversées avec des concepts qui sont dérivés de la prothèse totale de hanche, qui sont toujours des prothèses très contraintes et qui se sont soldées par des échecs avec des décellements précoces. Et en fait, c'est en 1987 que Paul Gramont a mis au point le concept de la prothèse inversée telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec ce succès incroyable, puisqu'elle représente maintenant plus de 60% des indications des prothèses d'épaule. Alors la prothèse anatomique, les choses ont considérablement progressé grâce aux travaux de Pascal Boileau et de Gilles Walsh, qui ont permis à partir d'une tige de restaurer le centre de rotation de la tête humérale en retrouvant l'offset postérieur et l'offset latéral. Ces prothèses anatomiques, elles présentent des points faibles, deux points faibles principaux, la rupture secondaire des tendons de la coiffe des rotateurs et le décèlement de l'implant glénoïdien. Ce décèlement de l'implant glénoïdien, il se fait le plus souvent soit par enfoncement, soit par tilt supérieur, soit par tilt postérieur. Alors, certains peuvent être tentés de mettre des hémiarthroplasties et de ne pas prothéser le versant glénoïdien, sauf que là, les résultats cliniques sont moins bons et qu'on observe des usures avec érosion de l'os sur le versant glénoïdien. Quand on met un implant glénoïdien, il faut donc, pour prévenir ces risques de complications de décèlement secondaire, respecter des règles d'or. D'abord, il faut préserver l'os sous-chondral. Ensuite, il faut que la surface de contact entre l'implant et l'os sous-chondral soit supérieure à 80%. La rétroversion de l'implant glénoïdien doit être inférieure à 10 degrés. L'inclinaison inférieure de l'implant glénoïdien doit être inférieure à 10 degrés. Et enfin, la subluxation postérieure de la tête humérale doit être inférieure à 80%. Donc ces 5 règles d'or sont fondamentales. Les deux premières, préserver l'os sous-chondral tel que l'a décrit Dominique Gazielli, et une surface de contact de plus de 80% entre l'implant et l'os, ça prévient l'enfoncement secondaire de l'implant glénoïdien. La rétroversion de l'implant glénoïdien inférieure à 10 degrés, sans subluxation postérieure de tête humérale, au-delà de 80%, ça prévient le tilt postérieur. L'inclinaison inférieure qui ne doit pas être au-delà de 10 degrés, doit être inférieure à 10 degrés, ça c'est pour prévenir les risques de tilt supérieur. Alors les indications des prothèses anatomiques sont des indications de destruction des surfaces articulaires avec une coiffe normale. C'est le cas des omarthroses primitives, mais là on posera plutôt des prothèses anatomiques quand on a une omarthrose primitive sans usure osseuse glénoïdienne trop importante, notamment en postérieur ou en supérieur. Ce sont les arthroplaties inflammatoires, centrées, sans rupture de coiffe et peu destructrices. Enfin, les ostéonécroses, plutôt atraumatiques, généralement secondaires à une corticothérapie au long cours.
Pour bien analyser les homarthroses primitives, il faut connaître ces deux classifications. La classification de Gilles Walch qui analyse la forme de la glène en coupe axiale. Vous voyez que les types A correspondent à des homarthroses primitives centrées, sans usure osseuse pour A1, avec une érosion osseuse concentrique pour A2. Les types B correspondent à des homarthroses subluxantes postérieures. B1, usure du cartilage sans usure osseuse. B2, usure osseuse postérieure avec une cupulisation où on va distinguer en arrière une néoglène et en avant une paléoglène. Et B3, c'est au-delà du stade de la biconcavité glénoïdienne avec une érosion plus concentrique et une subluxation postérieure de la tête humérale. Le type C correspond à des dysplasies postérieures de glène. C'est différent du type B3 où on a une subluxation postérieure de la tête humérale. Dans le type C, il n'y a pas véritablement de subluxation postérieure de la tête humérale, mais il y a une dysplasie postérieure de la glène. Et enfin le type D où on a une subluxation antérieure de la tête humérale. Alors, la classification de Luc Favard, ça c'est l'analyse de la déformation osseuse glénoïdienne dans un plan coronal. E0, pas de déformation. E1, déformation concentrique centrée. E2, E3, des usures supérieures. E4, des usures inférieures. Alors maintenant, les prothèses inversées. Le concept de la prothèse inversée est tout à fait différent du concept de la prothèse anatomique et il repose sur la distalisation et la médialisation du centre de rotation de l'épaule. Ce centre de rotation devient fixe et cette distalisation et la médialisation augmentent le bras de levier du deltoïde. Néanmoins, il y a un prix à payer à la médialisation et à la distalisation. Le prix à payer de la médialisation, c'est l'encoche scapulaire, la diminution de la rotation externe et de la rotation interne, l'instabilité prothétique et la perte du contour de l'épaule. Le prix à payer de la distalisation sont des lésions nerveuses, puisqu'on augmente la longueur du bras, et des fractures de l'épine, par traction excessive au niveau du deltoïde, au niveau de l'épine, de la scapula. Alors, de combien peut-on distaliser ? Eh bien, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas distaliser au-delà de 4 cm, car on risquerait des lésions neurologiques. Il ne faut pas que le sommet de la grosse tubérosité soit en dessous du centre de la glénosphère. Sur le versant glénoïdien, il faut que la glénosphère déborde à la partie inférieure d'environ 5 mm au moins pour prévenir le risque d'encoche de la scapula. De combien faut-il latéraliser ? Je ne peux pas répondre à cette question, mais c'est tout l'enjeu, je pense, des travaux à venir. Sachez qu'on peut latéraliser, médialiser, soit sur le versant huméral, soit sur le versant glénoïdien. Alors, il faut connaître quelques points de repère qui vont permettre d'évaluer cette latéralisation humérale et la latéralisation glénoïdienne. D'abord sur le versant huméral, la grosse tubérosité et le centre de la coupe humérale. Sur le versant glénoïdien, la base de la platine et le centre de la glénosphère. Et enfin, le point pivot qui va correspondre au centre de rotation fixe de la prothèse inversée. Vous voyez ici deux exemples de prothèses différentes. À gauche, sur le versant huméral, on a une tige dite Onley. Et vous voyez que le point pivot est en dedans de la coupe humérale. À droite, une tige Inley. Le point pivot et le centre de la coupe humérale sont superposés.
Par contre, à droite, on a une platine à glène compensée. Et vous voyez qu'on latéralise beaucoup plus la glène sur cet implant de la radio de droite par rapport à la radio de gauche. Alors, l'offset huméral total, c'est la distance entre la grosse tubérosité et le point pivot. L'offset glénoïdien total, c'est la distance entre la base de la platine au centre de la coupe, enfin au centre de la platine, et le point pivot. Il y a deux autres façons d'évaluer la distalisation et la latéralisation. Le distal shoulder angle, décrit par Johann Barth, et toujours décrit par Johann Barth, l'évaluation de la latéralisation par le lateral shoulder angle. Alors ces prothèses inversées ont de larges indications. Les plus fréquentes, ce sont les arthropathies de la coiffe des rotateurs, c'est-à-dire toutes les pathologies séquelaires, des ruptures massives et irréparables des tendons de la coiffe des rotateurs. L'homarthrose primitive peut être aussi une indication de prothèse inversée quand elle s'associe à une rupture de coiffe ou quand on a des usures osseuses glénoïdiennes importantes de type B2, B3, C ou D. Les prothèses inversées sont également indiquées en cas de reprise de prothèse anatomique, en cas de tumeur, en cas de séquelles de fracture. Elles sont de plus en plus indiquées en cas de rhumatisme inflammatoire, de ces polyarthrites à forme destructrice osseuse importante. Et enfin, elles sont indiquées dans les fractures complexes du sujet âgé. Un mot sur l'épaule pseudo-paralytique. Elle est séquelaire d'une rupture massive des tendons de la coiffe des rotateurs. Massive, c'est plus de 2 tendons, pardon. Mais l'épaule est pseudo-paralytique quand on a le plus souvent 3 tendons touchés. Une épaule pseudo-paralytique, ça veut dire une mobilité passive de l'épaule à peu près normale et un déficit de mobilité active en élévation antérieure. J'aime retenir l'angle de 45 degrés comme étant la définition d'une épaule pseudo-paralytique. Quand on monte au-delà, elle n'est pas pseudo-paralytique. Quand on est en deçà de 45 degrés, je considère que l'épaule est pseudo-paralytique, mais cet angle reste encore très controversé. Alors Philippe Collin avait identifié les différentes formes anatomiques de rupture massive et irréparable des tendons de la coiffe des rotateurs. Ce sont dans les types B, rupture antéro-supérieure, sous-scapulaire inférieur, sous-scapulaire supérieur et supraépineux que l'on observe le plus d'épaules pseudo-paralytiques. C'est vrai aussi dans les types C et dans les types E, où là s'associe à l'épaule pseudo-paralytique un déficit de mobilité active en rotation externe. Alors l'épaule, la prothèse inversée est indiquée quand l'épaule est pseudo-paralytique malgré un traitement par rééducation et dans le cas d'une rupture irréparable des tendons de la coiffe des rotateurs. Elle est également indiquée, la prothèse inversée, dans ces arthropathies de la coiffe des rotateurs douloureuses, malgré le traitement médical, associées à une arthrose. C'est les stades 3, 4 et 5 d'Hamada-Fukuda. Alors les prothèses inversées présentent des complications et les deux complications principales sont les luxations de prothèses et les infections. Infections classiquement à Propionibacterium acnes. Alors c'est vrai que pour prévenir ces deux complications, des luxations ou des infections, j'essaie personnellement de réparer le tendon du sous-scapulaire quand cela est possible. À défaut d'améliorer la rotation interne, peut-être de brider un petit peu la rotation externe, je pense que ça prévient les risques de récidive de luxation et les infections. Alors, on va vous présenter dans les sujets à venir, les présentations suivantes, toute cette gamme de prothèses d'épaule qui est la gamme ISA,
intuitive shoulder arthroplastie. D'abord, une tige. Quel offset pour cette tige? Tige convertible, pourquoi? Et quel est son intérêt? Quelle est la stabilité en torsion de cette tige? Et il existe dans la gamme une tige anti-allergique. Quel est son intérêt? Enfin, une prothèse stemless. Quelles sont les spécificités de cette prothèse stemless, ses indications? Sur le versant glénoïdien, anatomique, cette glène un peu particulière, glène hybride, et pourquoi nous avons conçu ce modèle. Enfin, sur la prothèse inversée, la latéralisation ou médialisation, faut-il peu médialiser, beaucoup médialiser? On a deux types de tiges, une tige inlay, comme sur cet exemple, une tige onlay, comme sur cet exemple. Cette tige inlay sera moins latéralisante sur le versant huméral que la tige onlay. Une glénosphère qui fait plus d'une tiers de sphère, qui fait plus d'une demi-sphère, pardon. Éventuellement, possibilité d'une compensation avec une platine augmentée ou la réalisation de greffes osseuses au niveau de l'implant glénoïdien qui va aussi créer de la latéralisation au niveau de la glène. Bref, vous aurez une présentation qui vous éclairera sur tout ce qu'on peut savoir aujourd'hui de la médialisation et de la latéralisation sur le versant huméral et sur le versant glénoïdien, avec un comparatif des différents modèles qui existent sur le marché, différentes prothèses inversées de l'épaule. Alors vous voyez donc ces deux concepts. Est-ce que ce sont deux concepts inlay-onlay qui s'opposent ou est-ce qu'il y a des indications plus spécifiques pour des prothèses onlay et des indications pour des prothèses inlay? La prothèse fracture, qui est un peu particulière, prothèse sans ciment avec des possibilités de fixation des tubérosités, enfin une prothèse de révision. Voilà donc toute la gamme de la prothèse ISA qui va vous être présentée maintenant par les membres des Schuldler Friends. Merci de votre attention.